Bonjour à tous. Écoutez, on va pouvoir commencer le webinaire. On est en petit comité pour le moment, mais on sera rejoint au fil de l'eau par tout le monde. Écoutez, merci beaucoup à toutes et tous d'être présents et présentes aujourd'hui pour cette série de webinaires sur la diversification et aujourd'hui sur les fruits à coque. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'en profite pour vous rappeler rapidement les financeurs, nos financeurs grâce à qui on peut réaliser cette série de webinaires. Donc, ces webinaires sont financés par la région Nouvelle-Aquitaine, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ainsi que l'Union européenne. Euh, et donc, pour rappel, le but de cette série de webinaires, c'est vraiment de vous donner des premières billes de réflexion pour vos projets de diversification, quoi. C'est pas de vous dire quoi faire, c'est vraiment de vous apporter des éléments de réflexion, des contacts, des personnes ressources, etc. Je me présente rapidement, du coup, Jean Béliard, animateur collectif bio à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Voilà, Vrel, je te laisse la parole. Bon webinaire à toutes et tous. Merci. Vraël Bernard, je suis le conseiller arboriculture fruitière à la Chambre de Dordogne. Donc, la Dordogne étant un territoire très spécialisé fruits à coque, et puis je suis aussi spécialisé en noyers, châtaigniers et noisettes. Donc, ce sont les trois filières que je vais vous présenter lors du webinaire. Et donc, comme l'a dit Jean, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce que même si j'ai pas le temps d'y répondre aujourd'hui, s'il en reste, je vous répondrai après par retour de mail, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un petit webinaire qui est assez court. Donc, normalement, on fait des formations sur ces filières-là et de 2 jours par espèce. Donc, voilà, je vais résumer 6 jours de formation en 45 minutes. Donc, ne soyez pas frustrés, on va être assez superficiel, mais vous aurez quand même les éléments essentiels pour réfléchir votre projet et savoir si ça vaut le coup ou pas dans votre contexte. Donc déjà, je vais vous faire une petite présentation de la filière en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas la bonne échelle pour parler des fruits à coque. La bonne échelle, elle est mondiale, hein. On est vraiment sur des produits qui sont transportés sur tout le globe, puisque ce sont des produits secs, surtout la noix et la noisette. Donc le marché, il est lui aussi mondial et le prix, il est mondial aussi. Donc les pays producteurs vraiment de noix, c'est en premier lieu la Chine. Jusqu'à présent, c'est un marché qui est surtout interne, mais il commence à arriver sur le marché européen. Et après, on a les USA et la Turquie, qui sont vraiment les plus gros producteurs. La France, on n'est pas si mal placé que ça. À l'échelle européenne, donc sur un marché de plus petite échelle, on est quand même quatrième, en sachant qu'on régresse un peu d'année en année. Mais on est quand même un pays très producteur de noix et donc on a toutes les infrastructures qui sont aussi adaptées sur le territoire. Euh, Ce qu'il faut aussi savoir pour la noix, c'est qu'on est sur un produit d'export. La consommation interne de noix, elle est très faible. Euh, on est sur 500 grammes par habitant, là où sur les autres pays, c'est plusieurs kilos par habitant. Donc c'est un produit, sauf si on le valorise en circuit court avec nous, dans Dordogne, on a le tourisme. C'est vraiment un produit qu'il faut exporter, notamment vers l'Espagne et l'Allemagne, en général pour les noix françaises. Ce qui veut dire que, alors si vous êtes viticulteur, vous avez déjà un peu cette habitude d'exporter votre produit, mais si ce n'est pas votre cas, ça veut dire que voilà, ce n'est pas en allant sur les marchés que vous allez forcément pouvoir écouler votre produit. Donc ça, c'est une réflexion sur la commercialisation qu'il faut vraiment avoir en tête avant même de planter. C'est comment vous allez pouvoir vendre vos noix. Donc à l'échelle plus locale, donc la Dordogne, qui est votre département limitrophe, on est l'un des départements les plus producteurs, avec l'Isère ensuite dans le sud-est. En termes de superficie, les Noyerets, c'est vraiment le deuxième verger juste après la pomme. Donc en fait, on n'a pas forcément ça en tête, mais c'est énormément de surface et donc aussi énormément de producteurs, puisqu'on est sur en général des petites surfaces par exploitation. C'est en fait la noix déjà une culture de diversification dans le sud-ouest. Donc, ça ne va pas être très différent forcément de vos projets actuels. Et en termes de structuration de filière, on est, on va dire, à la fourchette, grosse fourchette, 50% des producteurs sont en coopérative. C'est vraiment un système qui fonctionne bien puisqu'on est sur un marché d'export.
et 50% en négoce. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est pareil, c'est les producteurs qui ne vendent pas forcément eux-mêmes les noix. Donc, ce que je vous disais, on est vraiment sur plutôt une filière longue par rapport au volume. Après, il y a la valeur ajoutée, elle est aussi présente en circuit court, mais en termes de volume, c'est beaucoup plus faible. On a également 2 interprofessions très récentes, alors qui sont des redites d'anciennes interprofessions qui ont été recréées. Donc, on a Internois Sud-Ouest, donc même pour les producteurs de Gironde, vous êtes concernés par cette interprofession-là. Et on a également une association nationale qui a été créée en début d'année dernière, donc la 2NF. Au niveau de l'information technique, si vous projetez de planter ou si vous avez déjà planté, vous avez le bulletin de santé du végétal, donc il y a un abonnement gratuit qui vous alerte sur les traitements, et il y a également un bulletin technique rédigé de manière collégiale par l'ensemble des structures, donc auquel vous pouvez aussi vous abonner si vous êtes intéressé. Et donc là, je vous ai mis les 4 coopératives principales pour la Gironde et le Sud-Ouest au sens large, mais il y en a d'autres, c'est pas exhaustif. Donc ensuite, même chose pour la châtaigne, donc on est également sur une production assez mondialisée. Là, les concurrents, c'est plutôt, alors il y a la Chine aussi, mais qui n'arrive pas trop sur notre marché. Après, ça va plutôt être l'Italie et la Turquie également, et aussi l'Espagne en moindre mesure. Donc là, la production française, elle est de 2 types. On a le marché du frais, donc c'est le marron à cuire, et le marché de la transformation. Le marché de la transformation, c'est là où on est le plus déficitaire en France, mais c'est également le plus compliqué à atteindre puisqu'on n'a pas forcément les structures encore de transformation pour cuire, sécher, éplucher la châtaigne. Donc là, c'est une filière qui est encore à construire de ce point de vue-là. Donc c'est ce que je vous ai mis en bas. En fait, on a une tendance à déspécialiser la production. À l'origine, en Sud-Ouest, on était beaucoup sur le marché du frais parce que tout simplement, c'était mieux payé. Et maintenant, comme le marché est un petit peu saturé sur le frais, on a tendance à aller sur la transformation. Mais on a appris il y a quelques jours qu'un transformateur important arrêtait. Donc on est en train d'essayer de mettre ça en place au niveau Sud-Ouest pour prendre le relais. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc, avoir ça en tête, déjà, ça veut dire si vous avez un projet de châtaigne, il faut vous poser de suite la question, qu'est-ce que vous voulez faire de votre châtaigne? Parce que c'est pas les mêmes variétés, c'est pas les mêmes itinéraires techniques derrière. À l'échelle locale, donc ce que je vous disais, c'est une filière qui est assez peu structurée commercialement. À l'inverse de la noix où il y a des OP et des négoces, la châtaigne, il y a très très peu d'OP. On va citer 4 COP, mais qui prennent vraiment des petits volumes pour l'instant. Et après, il y a des négociants et pour le coup, c'est sinon beaucoup de ventes directes et beaucoup de transformations à la ferme, mais du coup sur des petits volumes. C'est ce qui n'est pas forcément l'idéal, on verra par rapport au coût de production de la châtaigne. Donc là, pareil, vous avez des interprofessions qui portent la voix des producteurs et qui ont aussi des références technico-économiques intéressantes. Donc le syndicat national des producteurs de châtaignes, et dans le Sud-Ouest, vous avez l'Union interprofessionnelle du Sud-Ouest, donc qui couvre aussi la Gironde. Et pareil, vous avez un BSV auquel vous pouvez vous abonner gratuitement et un bulletin technique auquel vous pouvez vous abonner, on va dire gratuitement, indirectement, puisque c'est compris dans l'adhésion au bulletin, enfin au syndicat de la châtaigne. Ensuite, pour la noisette, alors, donc tout pareil, on est sur un marché mondial et c'est à peu près les mêmes concurrents que pour les autres filières, c'est à savoir la Turquie et l'Italie. Et au sein de l'Union européenne, c'est surtout l'Italie hein, qui vraiment écrase le marché. La France, on est plutôt bien placé aussi, et après, il y a l'Espagne. Donc, ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que sur ces 3 filières-là, on a des vergers qui sont assez vieillissants en France. Donc, on a une dynamique de renouvellement qui est amorcée, mais qui n'est pas très, très rapide. Donc, c'est intéressant de planter potentiellement des nouveaux vergers.
Donc la noisette, de la même manière que la châtaigne, c'est un produit qui se transforme très bien et on a même intérêt à le transformer puisque c'est surtout sous cette forme-là qu'elle est consommée. En fait, la noisette coque est très peu consommée, c'est surtout notamment les pâtes à tartiner ou la pâtisserie, la confiserie, etc. qui est intéressante. Donc là, ça va influencer directement aussi l'itinéraire technique et les investissements nécessaires. Parce que tout simplement, il faut casser la noisette déjà et il faut donc avoir la casseuse ou passer par un casseur à l'extérieur. Et autre chose aussi à avoir en tête sur ces trois filières-là, c'est que ce sont des filières qui sont restées assez traditionnelles. Donc on a des rendements hectares il y a une différence entre les rendements potentiels et les rendements réels. Donc, quand vous avez des études économiques, il faut un peu les prendre avec des pincettes et en fonction de votre contexte et de vos capacités aussi techniques derrière. Donc, pour finir sur la noisette, donc en termes de département, évidemment, le département phare en France, c'est le 47, qui est vraiment le département ancestral de la noisette. Et d'ailleurs, on voit la différence de rendement en fonction de la spécialisation et de la technicité des producteurs, puisqu'on est du simple au double entre, par exemple, la Dordogne et le 47. Ce qui est également marquant là sur la noisette, c'est l'alternance. On est sur une floraison en hiver, donc qui se prend les pluies d'hiver potentiellement. Donc voilà, tout ça, c'est des choses aussi à avoir en tête si vous avez un projet de création d'atelier. Savoir que c'est une espèce qui peut un peu alterner. Et en termes de structuration, donc c'est plutôt une filière bien structurée, on va dire assez proche de la noisette, mais avec beaucoup moins de structure. Donc moi, j'en connais à mon échelle en Dordogne 3, on va dire. Donc Unicoque, Valcos et Upi, qui sont de taille très très hétérogène, L3. Et ensuite, vous avez une interprofession nationale et une structuration de producteurs indépendants. Voilà, donc c'est à peu près les différents interlocuteurs que vous pouvez avoir en Gironde, en sachant qu'il y a aussi plein d'autres négoces que je n'ai pas cités, mais voilà, ça c'est plutôt les structures, on va dire, collectives. Donc au niveau des références technico-économiques, donc j'ai mis déjà ça de base, le dimensionnement de l'atelier est très important. Surtout en diversification. L'erreur, c'est de vouloir être trop petit. Il y a des économies d'échelle qui sont importantes et il faut vraiment essayer de saturer au plus possible le matériel de récolte, notamment si on veut avoir un retour sur investissement qui est cohérent. Et donc ça nécessite de bien connaître la culture et les investissements associés. Donc si à l'issue de ce webinaire, vous continuez dans cette idée d'avoir des fruits à coque, je vous encourage énormément à vous renseigner, à faire des formations avant de planter. Vaut mieux perdre, entre guillemets, 3-4 ans plutôt que planter quelque chose qui ne sera pas rentable. Et c'est également des cultures pérennes où le soin du jeune verger est vraiment critique, encore plus que pour la vigne si vous êtes viticulteur. Donc c'est pour ça, voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner bien plus que ce petit webinaire. Et à faire évidemment des études économiques, parce que là, je vais vous présenter des chiffres qui sont des moyennes et des études de cas type, mais qui ne sont pas du tout le contexte de votre exploitation potentielle. Donc pour la noix, alors beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 3 systèmes différents en termes de densité, et donc en termes de variété, ce ne sont pas les mêmes, et donc ce sont des variétés malheureusement qui sont plus fragiles. Plus ça va être dense et plus elles vont être fragiles. Donc ça veut dire des coûts d'entretien plus élevés, donc des attentes de rendement qui doivent être supérieures si vous voulez couvrir vos frais. Donc vous avez 2 stratégies. Soit vous êtes extensif en disant que vous allez limiter les charges et aussi limiter les revenus, mais tant que vous êtes à l'équilibre, ça reste intéressant. Ou à l'inverse, vous savez que vous avez le potentiel technique et matériel pour faire de l'intensif, mais dans ce cas, il faut aussi vous donner les moyens en termes de technicité et de temps associés, et aussi de prise de risque. Les variétés et fruitières sont des variétés qui sont beaucoup plus gélives. Donc déjà, si vos parcelles sont gélives, ce n'est pas la peine de planter des variétés intensives.
Donc la noix, ça reste une culture fruitière qui est l'une des moins chères à l'implantation, parce que justement, on est sur des densités assez faibles. Par contre, il y a un peu des prix cachés. C'est-à-dire que vous pouvez planter vos arbres, c'est très bien, mais si vous n'avez pas l'argent pour les récolter ou les sécher, eh bien, vous avez planté pour rien. Donc c'est là où le dimensionnement de l'atelier est très important. Donc pareil, en termes d'entretien en production, c'est très variable en fonction de votre contexte. Si vous êtes dans une zone qui est favorable, les frais peuvent être assez limités, mais si vous êtes dans une zone humide, les frais peuvent très vite exploser. Et les frais de récolte, dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont à peu près équivalents aux frais de production. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut passer de côté. Même avant de planter, il faut que vous fassiez votre étude économique en incluant les frais de récolte. En termes de temps de travail, c'est une culture qui peut être assez intéressante, la noix, parce qu'elle est très fortement mécanisée, donc avec des temps de travail assez limités. Je pense que c'est la culture fruitière d'ailleurs avec le temps de travail le plus faible, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Il faut quand même, enfin, on a un phénomène de dépérissement du verger actuellement qui est en partie lié à des interventions qui ne sont pas faites. Et la caractéristique aussi de la noix, et qui sera la même pour la châtaigne, c'est que c'est une entrée en production qui est très lente, même sur les variétés intensives. On a une entrée en pleine production à 8 ans au mieux, à 12 ans dans la plupart des cas. C'est-à-dire que pendant 12 ans, vous allez devoir mettre de l'argent sur la table pour entretenir une culture qui ne vous rapportera rien. Donc ça, c'est par rapport à l'étude économique, c'est à prendre en compte. À l'inverse, vous avez une durée de rentabilité qui est très longue. En général, quand on plante un verger noyer, il est soit pour déjà l'intégralité de sa période de travail à soi-même, mais surtout pour ses enfants. Donc si vous avez déjà un enfant ou un repreneur potentiel sur votre exploitation, ça peut être très intéressant parce que vous savez que quand la personne va reprendre, eh bien là, il sera lui en pleine phase de production. Donc d'un point de vue économique, c'est très intéressant. Au niveau des rendements, je vous donne des chiffres du terrain. On a des variétés qui ont des potentiels de rendement à 5 tonnes. Moi, je n'ai jamais vu de verger qui faisait plus que 3 tonnes. Donc déjà, dans l'étude économique, il faut avoir des informations de plusieurs personnes pour se faire une idée juste de la réalité. Et à l'inverse, on a beaucoup de vergers qui sont en deçà de leur potentiel. On a des vergers qui sont à 1 tonne, voire 800 kilos hectares. Si ça arrive, ce n'est pas rentable. Il faut arracher le verger ou se remettre en question. Et malheureusement, c'est une très grande partie du verger français est en dessous du potentiel de production parce que les vergers sont en grande partie en sec et beaucoup de producteurs n'ont pas de pulvérisateur. Donc si vous n'avez pas de pulvé arbo, même si vous êtes en bio, il n'y a aucune culture fruitière qui est possible si vous n'avez pas de pulvé, voire si vous n'avez pas d'eau. Donc c'est des choses aussi à avoir en tête. On a l'image de la noix qui est assez facile. C'est une image qui est, on va dire, périmée. C'était vrai avant, mais maintenant, c'est vraiment plus vrai. Il faut vraiment considérer la noix comme une culture fruitière comme les autres. Donc, en termes de marge nette, alors là, vous allez vous dire que je ne me suis pas foulé, que je vous ai mis une fourchette qui est énorme, mais en fait, c'est vraiment la réalité. C'est vraiment des cas réels d'exploitation sur la même variété, la même densité, et j'ai même envie de dire la même commune. Vous avez des marges nettes en noyer qui vont de 700 euros hectare, donc c'est pas intéressant, enfin, vaut mieux arracher, à 2000 euros. Donc là, derrière, en fait, hein, c'est la technicité du producteur et le temps passé derrière. Les fruitières donc, ont une marge nette potentielle plus intéressante. On va dire qu'on peut être à 2500 euros hectare. Mais finalement, vu les coûts de production nécessaires, parfois le modèle extensif peut être beaucoup plus rentable, surtout qu'on est moins sujet aux aléas climatiques, et notamment le gel. Les fruits à coque, on est sur des arbres de très gros volume qu'on ne peut pas protéger par antigel. Il n'y a pas de lutte contre le gel possible. Même les tours avant ou les bougies, etc., on est sur des arbres beaucoup trop grands. Donc vous êtes totalement tributaire de la météo. Pour la châtaigne, donc c'est assez similaire. Vous avez 3 modes de conduite, du plus extensif à la haie fruitière. Donc après, les charges vont augmenter forcément. Mais le rendement peut être lui aussi très intéressant dans un modèle extensif
si le verger est bien entretenu. Donc, ça peut être un modèle qui peut correspondre si vous avez d'autres ateliers par ailleurs. Donc, la châtaigne, c'est pareil. Vous avez une entrée en production qui est très lente. Alors, un peu moins lente que la noix. Vous avez un retour, on va dire, de 3-4 ans plus rapide que la noix. Mais on reste quand même sur des échelles voilà, de 10 ans avant pleine production. Donc, en général, on parle de points de rentabilité à partir de 15 ans. Je vous ai également mis la répartition des coûts là, pour la châtaigne. Bon, lors de la plantation, c'est surtout les plants qui coûtent très cher. Et après, finalement, c'est de l'entretien assez basique. Et après, lors de la production, donc c'est comme la noix, vous avez un bon tiers, voire la moitié des coûts de production qui sont vraiment liés à la récolte. Donc, c'est là où les économies d'échelle ont lieu. Donc, en gros, si vous êtes trop petit, c'est pas rentable. Pour la noisette, alors c'est là où on est sur des échelles de temps qui peuvent être plus intéressantes pour un retour sur investissement à court terme, puisqu'on a une entrée en production qui est plutôt de l'ordre de 5-8 ans. Mais par contre, voilà, c'est pas une culture qu'on peut faire n'importe où. En termes de coût de plantation, donc c'est assez limité, hein, c'est comme la châtaigne et la noix, on est de l'ordre de 8 à 12 000 euros hectare, avec des frais de production, pareil, assez limités en sortie de trésorerie, qui sont autour de 2 à 3 000 euros hectare. Pareil, un temps de travail assez faible parce qu'on est fortement mécanisé, et une durée de rentabilité qui est quand même assez longue si le verger est bien entretenu. Et en termes de rendement, donc vraiment similaire à noix châtaigne, on est malheureusement très souvent en dessous des potentiels qu'on peut espérer, notamment en bio. Alors on manque beaucoup de références sur la noisette bio. C'est un marché qui est quasiment inexistant, il y a très peu de vergers en bio. Donc c'est compliqué de savoir si les rendements qu'on voit en bio sont des rendements qu'on ne peut pas dépasser ou si c'est juste un manque de technicité des rares vergers qui existent. Mais voilà, on est vraiment du simple au double en termes de rendement, malheureusement. Donc il faut que le fruit derrière suive. Et là, en marge nette, sur la noisette, en moyenne, on est plutôt à 1 000 à 2 000 euros hectare. Donc comme à peu près pour la noix. En sachant que là, c'est de la marge, alors c'est même pas une marge nette, c'est une marge semi-nette. Donc il y a toutes les charges de structure à enlever. Enfin voilà, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Donc ce que je vous disais là, en termes d'économie d'investissement et de taille d'atelier, pour ces 3 filières-là, vu qu'on est en fait sur une récolte mécanisée, en moyenne, il ne faut pas descendre en dessous de 10 hectares si on a sa propre récolteuse. Donc, pour de la diversification, 10 hectares, ça peut faire beaucoup. Donc, si vous avez moins de 10 hectares, il faut vraiment réfléchir sur la valorisation de votre produit. Soit vous le valorisez très bien en circuit court, ce qui est malheureusement, je pense, utopique, sauf si vous avez déjà l'habitude de faire ce travail-là. Soit il faut aller sur du collectif. Donc, je sais que ça peut être un peu mal vu, le collectif, parce que c'est compliqué, il y a de l'humain qui rentre en jeu. Mais sur les fruits à coque, je pense que c'est indispensable d'être à minima en CUMA pour la récolteuse ou de faire appel à des prestataires. Donc voilà, ça c'est à prendre en considération de suite. Parce qu'autant la châtaigne, elle peut être un petit peu ramassée à la main, mais la noisette, c'est pas possible, hein, c'est vraiment beaucoup trop petit. Oui, et à l'inverse, en termes d'atelier principal ou si vous avez que 2 ateliers, vous pouvez monter facilement sur ces 3 filières-là, sur des 20 hectares. En étant double actif, c'est possible si vous vous organisez bien. Et à l'inverse, en atelier principal, voilà, vous pouvez monter sur 40-60 hectares pour une seule personne en routine, en sachant qu'à la récolte, vous serez forcément 4, voire plus que 4 pour la récolte. C'est pas possible de récolter seul. Donc, je vous ai mis quelques photos pour que vous ayez un peu en tête quand on parle de machine. Donc, vous avez la récolteuse. Donc en bas, c'est une récolteuse qui est pour les noix et les noisettes. Donc il y a une synergie entre ces 2 filières-là. Il y a quelques adaptations à faire, mais c'est une synergie entre les ateliers.
Pour la châtaigne, on est sur des récolteuses un petit peu différentes. Et on peut avoir de la récolte semi-manuelle avec l'aspirateur que vous avez en bas. Je ne sais pas si vous voyez ma souris si je la bouge. Je ne sais pas si je peux mettre un pointeur. Alors là, on la voyait pas. Vous ne la voyez pas? Bon, Ah, si là, vous c'est avez... bon. Là, c'était C'est bon. bon, là, vous Autant voyez? pour Bon, moi. voilà. Donc là, vous avez un aspirateur pour la châtaigne. Pour la montée en production pour des petites surfaces, ça peut être envisagé, mais il faut voir le coût de main-d'œuvre derrière et la qualité. On a des gros problèmes sanitaires à la récolte ces dernières années qui est lié de suite à la qualité de la récolte. Et ensuite, une fois que vous avez récolté, c'est pas fini. Pour les fruits à coque comme la noisette et la noix, il faut la sécher. Donc là, vous avez une chaîne, elle n'est pas complète d'ailleurs, mais voilà, c'est beaucoup de matériel qui est indispensable pour les fruits à coque. Et après, vous avez le séchoir, donc là qui est plus facile à fabriquer soi-même, on va dire, avec des systèmes un peu alternatifs. Mais voilà, l'investissement, c'est un peu comme la vigne, c'est-à-dire si vous ne faites pas la vinification derrière, bah, ça ne sert à rien d'avoir de la vigne, quoi. Si vous avez juste le raisin sur les bras, c'est pas fini, le travail n'est pas fini. Et pareil, si vous voulez faire un minimum de transformation, ne serait-ce que casser la coque, et là, de suite, on va être sur des casseurs. Donc là, c'est un exemple ici, mais les prix sont assez importants. C'est une petite machine, mais les prix montent très vite. Et c'est pas facile de faire ça soi-même, hein. Le fabriquer, c'est vraiment des machines très très fines. Donc voilà, l'investissement est assez important. Mais après, ça peut être aussi en collectif. Alors, j'essaye de changer la diapo. Ça marche pas. Hop, attendez, je vais partir comme ça, c'est pas grave. Donc en termes voilà, des références technico-économiques. Donc en conclusion, donc vous avez des coûts d'implantation faibles, mais un investissement machine important et un délai d'entrée en production qui est élevé aussi. Donc là, je vous ai mis quelques ordres de grandeur de prix. Donc tout ce qui est vibreur, ce qui est indispensable en noyer, on est de à peu près 7 000 à 14 000 euros. Et la récolteuse, donc qui est pareil, indispensable en fonction des surfaces que vous avez, on est minimum à 35 000 euros. Donc voilà, il faut l'amortir sur plusieurs années. Et le pulvé, si vous n'êtes pas équipé, c'est pareil, c'est incontournable, même en bio, j'ai envie de dire même surtout en bio. Et après, tout ce qui est classique, broyeur, épandeur, que vous pouvez mutualiser avec votre atelier. Et quand on parle de chaîne de post-récolte, donc c'est ce que je vous ai montré sur les photos, tout ce qui est nettoyeur, calibreur, séchage, là, on est très vite dans les 60 000 euros. Donc, il faut avoir le rendement qui suit derrière pour le justifier ou le mutualiser avec plusieurs personnes. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les fruits à coque, c'est une très bonne culture de diversification puisque ça demande peu de temps de travail et qu'elle est fortement mécanisée. Par contre, c'est une très mauvaise idée si on est en difficulté économique. Donc, c'est un peu le paradoxe. Il faut se diversifier en fruits à coque quand tout va bien, idéalement. Après, c'est à voir au cas par cas. Mais c'est là où l'étude économique individuelle et précise du projet est très importante parce qu'on peut très vite perdre beaucoup d'argent en voulant faire des fruits à coque, c'est-à-dire en fait en se retrouvant débordé par la récolte qu'on n'arrive pas à écouler, qu'on n'arrive pas à récolter, ou juste qu'on n'a pas le temps d'arriver en production avant d'être en difficulté économique, puisqu'on a quand même 7-8 ans à tenir. Par contre, si c'est bien réfléchi, à terme, ça fait une entrée de trésorerie qui est assez stable. Au niveau des prérequis techniques, j'ai envie de dire qu'en fait, c'est pas tellement vous qui allez choisir si vous faites des noix, de la châtaigne ou de la noisette. C'est votre sol qui va choisir pour vous parce que ça ne pardonne pas. Si le sol n'est pas adapté, quand vous avez une culture qui est en place pour un demi-siècle, elle va finir par dépérir ou mourir si le sol est pas bon. Et quand on parle de sol sur ces trois arbres-là, c'est vraiment en fait le sous-sol. Les 30 premiers centimètres, on s'en fiche. Enfin, les racines, elles n'y sont pas, quoi. Donc, si vous avez 30 centimètres de super sol, d'humus, etc., c'est super, mais en fait, votre arbre, il ne va pas du tout l'exploiter. C'est vraiment le sous-sol. Donc là, quand vous avez un projet, il faut faire des fosses pédologiques, c'est incontournable pour s'assurer que sur minimum 80 centimètres, voire idéalement 1 mètre,
vous avez un sol qui correspond à la culture que vous voulez mettre au-dessus. Donc, les idées globales à avoir en tête, c'est que si vous avez un sol plutôt argileux, c'est le noyer, parce que châtaigne et noisette, ça va dépérir. Et si vous avez au contraire un sol plutôt léger, assez filtrant, assez riche, châtaigne et noisette, c'est adapté. Et s'il est superficiel, la noisette peut bien le valoriser. En termes d'eau, traditionnellement, la noix et la châtaigne, ce sont des vergers qui sont conduits en sec. Maintenant, à mon sens, partir sur des vergers en sec, c'est se tirer une balle dans le pied. Là, on le voit, on a eu des 29 degrés hier. On n'est même pas en juin. Le changement climatique est une réalité. Et même si ce sont des arbres qui vont résister au sec, on voit que c'est cultivé en Italie, en Turquie, etc. L'arbre, il va survivre, mais vous ne serez pas rentable. Même si vous faites 1 tonne, ça ne sera jamais assez pour être rentable en conditions sèches. Donc, à moins d'être sur vraiment un super terroir avec un super sol et d'avoir un système économique où vous valorisez bien votre produit, à mon sens, partir en sec, c'est très risqué. Pour la noix, pour la châtaigne, c'est pareil, c'est ultra risqué et même encore plus parce que vous avez un grossissement qui se fait vraiment fin d'été. Donc, si l'arbre il a souffert, ça ne va pas du tout grossir. Et pour la noisette, alors là, on estime que c'est carrément incontournable parce qu'on a un système racinaire qui est très superficiel, donc il va sécher assez vite. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est des cultures fruitières comme les autres. C'est comme la pomme, comme la prune, etc. Ce sont des filières qu'on ne peut plus conduire en sec, à mon sens. Par contre, ce qui est assez positif, c'est que c'est des filières qui sont peu sensibles au gel en fonction des variétés. La noix, c'est vraiment dépendant des variétés, mais on peut esquiver la plupart des gels de printemps, même si ces dernières années, c'est pas très vrai, on gèle 1 année sur 3, mais assez faiblement. La châtaigne, pareil, c'est modéré, ça dépend des variétés et surtout du choix de la parcelle. C'est pas des choses qu'on va planter dans les bas-fonds ou les zones qui sont humides. Et la noisette, ça serait la culture qui supporterait le mieux le gel des trois, puisqu'on a une fleur qui va se fermer quand il va geler. Donc on a un peu de dégâts, mais ça reste assez limité. Donc en termes de sensibilité à l'asphyxie, donc là c'est lié au sol directement, mais globalement, si vous avez un sol asphyxiant, donc c'est-à-dire lourd et argileux, châtaigne et noisette, ça va dépérir. Sur la noix, on peut un peu essayer de jouer sur les porte-greffes, mais bon, on ne va pas tolérer non plus des hydromorphies très longues, mais on peut, là par exemple, voilà, si on a 1 semaine sous l'eau, ça peut passer sans problème. Et par rapport au bio, donc là c'est pareil, c'est comme l'irrigation, on a un message qui a évolué ces dernières années. Traditionnellement, la noix en bio, c'était très facile. On a pratiquement 40% du verger qui est en bio. Et j'ai envie de dire, on a à peu près 30% du verger qui est dépérissant. Donc, ce n'est pas que les bio qui sont dépérissants, mais c'est quand même assez lié, puisqu'on a des impasses techniques. En fait, ce n'est pas le bio le problème, c'est que on n'a malheureusement pas des produits autorisés en bio qui permettent de gérer les problèmes, notamment fongiques. Mais déjà, si vous êtes équipé d'un pulvé et que vous faites quelques cuivres, ça peut être possible si le terroir et la variété sont bien choisis. Mais je le déconseille quand même sur la noix, vu le contexte aussi économique actuel, où les noix bio sont malheureusement assez souvent déclassées. Pour l'instant, peut-être que ça va changer. Sur la châtaigne, le bio est réaliste, ça se fait assez facilement. On a des impasses techniques très fortes sur les insectes, mais on a un rendement qui est quand même assez satisfaisant si la commercialisation est contrôlée. Par contre, le problème du bio en châtaigne, c'est que c'est un fruit qui a déjà une image très nature. Donc, en circuit court, en fait, ça va pas forcément être très mieux valorisé. Et sur la noisette, c'est la grande inconnue. On a des impasses techniques très fortes sur la noisette, notamment sur le balanin. Et on a un marché qui est inexistant
donc théoriquement qui est prêt à accueillir de la noisette bio. Mais d'un autre côté, si le marché n'existe pas en 2026, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être aussi qu'il n'y a pas de demande ou que la demande n'a pas été créée. Donc là, c'est au voir au cas par cas. Et on a vu que les rendements étaient quand même très, très inférieurs en noisettes, en bio. Donc ça se réfléchit quand même par rapport à la valorisation que vous voulez en faire derrière. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et au niveau des prérequis techniques, donc là, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais quand vous plantez un verger de fruitiers, la pollinisation et le plan de verger, le choix des porte-greffes est très important. Donc là, il faut vraiment passer par un technicien qui connaît, pépiniériste à la limite, mais vraiment, voilà, que le choix des variétés soit très, très bien réfléchi par rapport à ce que vous voulez faire avec ces fruits-là. Donc là, je vous ai mis une petite illustration pour vraiment bien vous faire comprendre l'importance de l'eau. Donc là, c'est une photo que j'ai prise l'année dernière en Dordogne. Vous avez le fleuve qui est à 5 mètres derrière. Et vous avez un verger là, enfin c'est le même parcelle, hein. Là, c'est un arbre qui reçoit de l'irrigation. Et là, l'agriculteur n'avait pas assez de lignes, donc il n'a pas irrigué les 3 derniers arbres. Et vous voyez la différence déjà en termes de croissance, ils ont déjà été pénalisés, et surtout en termes de feuilles. Là, on était mi-juillet, ces arbres, je pense qu'ils sont peut-être morts déjà à l'heure où je vous parle, hein. Donc il y a vraiment une question de survie du verger et pas seulement de perte de rendement. Et là, à l'inverse, c'est une parcelle qui est hydromorphe, donc très argileuse, et on voit que les arbres, en fait, ils meurent vraiment, c'est à couper au couteau sur la zone. Ça pardonne pas. Voilà, donc en termes de changement climatique, c'est des arbres qui sont adaptés, hein, quand même au chaud, à la chaleur, mais comme l'ensemble des fruitiers, qui dit chaleur dit besoin en eau. Donc si vous êtes pas en situation irriguée, il faut vraiment très très bien réfléchir avant d'envisager de planter des fruits à coque. Je voulais faire une pause question peut-être. Oui, ouais, on a abordé pas mal de choses. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, il n'y en a pas dans le chat là pour le moment. Vous avez accès, hein, à vos micros aussi si vous voulez. N'hésitez pas, là on est en petit comité, hein, c'est l'occasion pour rentrer dans le détail au niveau des réponses. Donc voilà. Euh, Bon, je Est-ce poursuis qu'il du y a coup, des n'hésitez pas, hein. questions? Alors, je vois que Julie est en train d'écrire dans le chat. Ah oui, quelles sont les dates de récolte? Ouais, l'aborderai après, il n'y a pas de souci, ça sera abordé. Ça marche, super, merci. Bon, ben, pas Eh bien, j'enchaîne d'autres alors. questions pour le moment, je te laisse passer à la suite et n'hésitez pas, hein, d'ici là dans le chat à poser vos questions. Eh bien, du coup, justement, donc j'enchaîne avec le calendrier. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on peut avoir une certaine surface, même en diversification en étant double actif. Par contre, il faut une très bonne organisation de la récolte, puisque non seulement on a le jour même de la récolte, enfin la semaine de récolte, mais vous avez aussi tout le post-récolte qui est important. Donc en gros, ça prend 1 mois en fait pour récolter et sécher. Donc sur la noix, donc là je vous ai mis un tableau moyen sur la variété franquette. La récolte, elle est en octobre. Le problème des variétés de noix, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir des variétés avec des dates de récolte étalées. Donc, quelles que soient vos variétés, vous allez toujours récolter un peu en même temps. Vous ne pourrez pas trop agir sur ça. Donc, pour schématiser, la récolte, elle est au 1er octobre. Plus ou moins 5 jours en fonction des années. Mais globalement, c'est 1er octobre. Et ça s'étend donc sur tout le mois. Vous pouvez avoir des variétés qui sont récoltées, voilà, 10 jours, un petit peu, allez, 7-8 jours avant. Et ça ne sera jamais une très grande différence. Et après, sur le reste de l'année, le temps de travail est assez bien réparti. En gros, vous avez les traitements fongiques début du printemps. Après, c'est plutôt la gestion de l'irrigation et de l'enherbement. Et en hiver, vous avez la taille. Donc, ça reste un temps de travail assez limité. On est à peu près à 50 à 60 heures hectare, en sachant que un jeune verger, c'est à peu près pareil parce qu'on a beaucoup plus de taille et qu'il faut quand même broyer l'herbe, fertiliser, etc. Donc, dès les premières années, ça sera quand même 40 à 50 heures de travail hectare euh, sans la récolte, quand même. Pour la châtaigne, donc là, la récolte, elle est beaucoup plus étalée en fonction des variétés.
On peut avoir des variétés qu'on récolte dès mi-août et ça va jusqu'à fin septembre. Surtout avec les années, là, ça s'accélère un peu plus. Donc là, vous pouvez avoir, c'est même conseillé, d'avoir plusieurs variétés pour justement étaler le temps de travail lors de la récolte. Et potentiellement, en fonction de votre atelier, si vous avez une autre culture à récolter avant ou après, vous pouvez, dès le début, du coup, là, il faut choisir la bonne variété qu'on plante pour avoir la date de récolte qui correspond à votre autre atelier. Au niveau des temps de travaux, c'est à peu près pareil comme le noyer. On est sur une quarantaine d'heures hectares, avec surtout un énorme pic en septembre-octobre pour la récolte et le traitement de la récolte. En sachant que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la châtaigne, on est sur un faux ami en termes de fruit à coque. C'est un fruit qui est frais. Il n'est pas séché, sauf si on veut le transformer. Et il est même pire que ça, il est très humide, comme de la fraise. Donc il vous faut soit le vendre directement très vite à la coopérative ou aux gens qui vous l'achètent, soit le mettre en chambre froide. Donc c'est pas forcément des très gros investissements, mais il faut prévoir d'avoir une chambre froide pour stocker le produit dès qu'il est récolté. Et après, en termes de temps de travaux, voilà, c'est assez classique, fertilisation, un petit peu de protection phyto, plutôt milieu fin été pour les vers des fruits. On n'a pas trop de problèmes fongiques pour l'instant, en tous les cas qu'on puisse traiter. Et après, gestion de l'irrigation et le broyage. Voilà. Et sur la noisette, donc le temps de travail, je ne l'ai pas mis, mais c'est pareil, c'est à peu près 40 à 50 heures hectare. On a une protection phyto qui se concentre, qui est un peu plus étalée parce qu'il y a un petit peu plus de. Les ravageurs ont des cycles un peu plus étalés, mais ce n'est pas non plus un très grand nombre d'interventions. On va être sur 5-6 à peu près en moyenne. Et après, on a la gestion de l'irrigation qui est très importante, puisque là, on a un système racinaire qui est beaucoup plus superficiel. Et la récolte est plus précoce. On est plutôt, pareil, mi-août jusqu'à mi-octobre, la plupart des variétés étant récoltées en septembre. Donc finalement, à part la noix qui est assez tardive, 1er octobre, noisette pardon, et châtaigne, on va plutôt être sur septembre. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Si la personne qui a posé la question peut préciser, qu'elle n'hésite pas. En tout cas, pas de remarques pour le moment, mais Très bien. je pense que tu y as répondu. Ok, super. Et après, donc la dernière partie, oui, j'ai un peu squeezé cette partie-là parce que j'en avais parlé déjà au niveau des différentes structures qui intervenaient autour des différentes filières. Mais on peut enchaîner sur la conclusion. Donc là, je vous ai présenté ces 3 fruits à coque-là de manière, on va dire, parallèle, mais c'est vraiment des espèces fruitières très différentes en termes de comportement. C'est pas du tout les mêmes fruitiers, hein. C'est pas comme la pomme, par exemple, et la poire qui sont assez proches. On est vraiment sur des espèces très différentes. Et donc, des interventions culturelles différentes aussi, des produits différents, et cetera. On a quand même des points communs avec une récolte au sol mécanisée, où là, il y a un intérêt à avoir des machines en commun, ou alors à avoir soi-même et des noix et des châtaignes si on a le sol qui correspond. Et on n'a pas donc de coopératives qui font tous les fruits à coque et que les fruits à coque forcément. Enfin voilà, c'est plutôt du cas par cas. Euh, Voilà, je pense que j'ai à peu près fait un tour global de ce que je voulais vous présenter. Donc, Ben, pile poil merci 45 beaucoup. minutes. Merci, ouais, merci beaucoup, Aurel. C'était hyper, t'as été hyper ponctuel et c'était très, très complet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il Et y a des questions suite à tout ça? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées, n'hésitez pas, hein. C'est l'occasion, encore une fois, là on est en petit comité, donc on a le temps pour répondre un peu précisément à. Enfin, vrai, elle a le temps pour répondre précisément à des questions, donc n'hésitez pas. Alors, une question dans le chat. Bonjour, est-ce qu'il y a des débouchés commerciaux en Gironde, Médoc plus particulièrement? alors, la question est un peu large. Euh, des débouchés commerciaux dans le sens, enfin, il y a la Gironde est pas très loin déjà de la Dordogne, donc il y aura des collecteurs qui seront intéressés sur place ou qui pourraient livrer les fruits sans problème. La Gironde est vraiment quand même assez proche de la Dordogne et même du Lot-et-Garonne, etc., si vous faites de la noisette. Et après, si c'est de la question vente directe,
Là, ça, c'est à vous de trouver le marché, entre guillemets. Il y a des producteurs qui vendent en grande surface eux-mêmes, ça se fait. Surtout que vous avez Bordeaux, potentiellement, dans la zone, donc un marché aussi accessible avec peut-être un potentiel d'achat un peu plus élevé qu'en campagne. Euh, mais enfin, voilà, la question est un peu large. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Ça dépend de votre projet commercial, quoi. De ce que vous voulez vendre et quelle espèce, etc. En tout cas, en tout cas, le secteur Médoc, du coup, le nord, là, vraiment, Bordeaux, Mhm. ça pose pas de problème particulier, en tout cas, pour qu'il y ait de la collecte qui soit faite, quoi. Non, L'ensemble je de la pense qu'il y a... Gironde, pour Ouais. toi, il n'y a pas de souci à ce que ça soit collecté, quoi. Oui, la Gironde, je pense que ça va. Après, il faut donc les OP se partagent un peu les territoires, hein. Donc là, il faut Mhm, contacter celle qui est sur votre zone. Et il faut aussi voir avec eux ce qu'ils souhaitent prendre. Parce que par exemple, la châtaigne, maintenant, il y a des quotas. Par exemple, on ne peut plus importer en général en dessous de 2 tonnes hectares. Donc, si vous avez prévu de faire, je sais pas, 0,5 hectares, bon, ben, ils ne seront pas intéressés. Il y a une question de variété aussi. Si vous ne plantez pas la variété qui les intéresse, ils ne vont peut-être pas être intéressés pour vous l'acheter. Donc, l'idéal, c'est de contacter les OP un peu avant de planter pour voir avec eux aussi ce qui les intéresse. Et aussi, ils ont des aides à l'investissement. Ils ont des systèmes opérationnels en interne qui peuvent être intéressants à suivre. Après, si vous voulez être indépendant, dans ce cas-là, le projet commercial, il est à vous de le faire. Euh, Au niveau des négociants, moi, j'ai des contacts un peu de négociants qui peuvent potentiellement aller sur la Gironde. Euh, voilà, c'est à vous après de les contacter, quoi. super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rien dans le chat pour le moment. N'hésitez pas aussi, hein, à prendre la parole via le micro directement si c'est plus simple pour vous. Peut-être en attendant, si jamais qu'il y ait deux, trois questions qui viennent. Vrael, je veux bien que tu passes à la diapo. Voilà, Webinaire. impeccable. Euh, Rapidement, bon, on est bientôt à la fin là, de cette série sur les webinaires diversification, mais il en reste deux cette semaine. Il est encore temps de s'inscrire, notamment demain après-midi. euh, un webinaire qui traite de façon générale de l'ensemble des projets de diversification avec un peu un guide méthodo, entre guillemets, en tout cas les essentiels à avoir en tête lorsqu'on se lance dans un projet de diversification. Donc ça, c'est demain après-midi. Et enfin, jeudi matin, le dernier webinaire de la série donc sur l'élevage ovin et bovin. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire euh, si ça vous intéresse, il est encore temps. C'est Est-ce- bien comme transition parce qu'il y a des bonnes synergies à faire entre notamment Mhm. l'élevage de bovins ou de volailles avec les fruits à coque, parce que justement, on est sur des Ouais. densités assez larges, donc on peut vraiment utiliser cet espace qui est dessous. C'est un système économique qui est intéressant. Mhm. Intéressant. Tu suis quelques personnes Ah oui, qui le ouais, mettent ouais. en place, tout ça? Ouais, 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 d'accord. ouais, il y a pas mal de vergers qui sont pâturés par des ovins. Mhm. On peut faire aussi par des oies ou par des bovins ou et des volailles de chair aussi. Enfin, voilà, il y a un certain nombre même de producteurs qui font ça. Et c'est une très bonne valorisation de l'espace.